Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à DOCAT, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 19 février. La nouvelle plateforme web du Comité d'action sociale anglophone. L'abandon du financement du programme de jumelage L'Artère en Gaspésie. Témoignages recherchés à droit et recours santé mentale Gaspésie-les-Îles. Le collectif alimentaire a besoin de vos contenants. La présence de Mme Jacinthe Leblanc au point de presse à l'Assemblée nationale organisée pour souligner les 20 ans de la loi visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, un organisme de la région qui travaille fort et activement pour répondre aux besoins de la communauté anglophone de la Gaspésie, le Comité d'action sociale anglophone, mieux connu sous le nom de CASA, vient de lancer une plateforme web très intéressante. Nous avons rencontré M. Alan Richer, le directeur général de cet organisme, pour vous en parler. CASA, le Comité d'action sociale anglophone, existe depuis 1975. Notre mandat, c'est de vraiment servir la communauté anglophone ici en Gaspésie, autant en tout le développement communautaire, donc pour les personnes âgées, pour les jeunes familles, les jeunes, pour aider le monde à chercher le travail et tout ce qui est santé, services sociaux. On est le pont entre les services qui existent dans le CIS et les besoins dans la communauté. Il y a plusieurs projets qui sont offerts. Oui, en fait, on a 24 personnes qui travaillent pour CASA présentement. On a un bureau à Navignon, on a notre bureau ici à New Carlisle. Et on travaille sur un panoplie de projets, autant en art et culture, en santé et services sociaux, pour donner de l'information à la communauté et aussi les donner accès à des services, pour faire bouger des personnes plus âgées, pour les faire sortir, puis on fait des activités avec eux. Autant les jeunes qui sont plus isolés, on va les chercher, puis on les fait sortir, puis on donne des activités pour les jeunes adultes aussi. Et la recherche d'emploi et plein d'autres. Il y a beaucoup de projets ici, beaucoup de programmation à CASA. Et pour les gens qui en ont besoin, c'est quoi la meilleure façon de bénéficier de votre aide? Oui, effectivement, on a deux bureaux, mais un numéro. Vous appelez 418-752-5995, puis notre réceptionniste va vous aligner vers la bonne personne. On a notre site web, CASA-gaspé.com, il y a toute l'information là. On est sur Facebook et aussi vous pouvez carrément venir nous voir à nos bureaux, dans les heures de bureau. On va être content de recevoir le monde qui ont des questions ou a besoin de l'aide. Puis là, les gens ils peuvent s'inscrire aussi aux infolettes qui peuvent recevoir de l'information directement dans la maison. Traditionnellement, on faisait des infolettes par courriel et sur le site web, il y a une place qu'on peut s'inscrire. Commençant bientôt, on va faire nos infolettes en vidéo. Ça va être multimédia vers notre plateforme, fait que le monde puisse s'inscrire pour avoir une notification quand ils vont être prêts pour aller les visionner sur notre plateforme. D'accord. Puis là, dernièrement, vous avez lancé Bonfire. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Ça a l'air super intéressant. Oui, Bonfire, on est très fiers de ça. C'est un partenariat avec CAMI aux Îles-de-la-Madeleine et Vision Gaspé Personal dans le bout de l'est de la péninsule. On est trois organismes communautaires qui travaillent avec la communauté anglophone qui, depuis des années, ont créé des contenus multimédia pour essayer de passer des messages à notre clientèle, de partager l'information ou aller les chercher carrément. Et ça, ces multimédias-là étaient un peu partout sur Facebook, YouTube, sur un page web X, ou même il y en avait sur nos disques durs qui n'étaient même pas partagés nulle part. Fait qu'en jasant ensemble, on a dit comment on peut avoir une place pour que la communauté anglophone puisse aller accéder à ces informations-là. Et c'est là qu'est devenu le rêve de créer une plateforme que nous, on appelle Bonfire Media. Puis ça ouvre la porte à plusieurs horizons. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent être faites ici. Puis on peut voir aussi qu'il y a comme un studio d'organiser. Puis c'est quoi toutes les possibilités qui sont possibles ici? Oui, bien, d'abord, on a pris tout le contenu qu'on avait déjà. Fait que déjà, sur Bonfire Media, il y a 166 vidéos qui étaient téléchargées. Ça, c'est des contenus qu'on a développés dans le passé. On a des podcasts aussi, des histoires, des reportages, des documentaires. Mais dans le futur, maintenant et dans le futur, on a la possibilité de commencer à partager plus d'informations sur un site. Donc, quelqu'un peut aller pour accéder, mettons, d'informations sur nos programmations chez CASA.
Et quand ils vont être sur Bonfire, ben là, ils vont voir un peu de musique, ils vont voir des histoires, notre patrimoine, notre héritage. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de contenu, puis ça peut être très divertissant pour le monde qui va là. Dans le futur, tous nos programmes, tous nos projets vont avoir un aspect de vidéo ou de podcast associés à ça pour qu'on puisse avoir de contenu sur la plateforme, mais aussi pour avoir plus d'informations qui vont vers les communautés. Donc, pour nos 3 organismes, c'est très important. Et pour nos partenaires, je pense à Family Ties, je pense à plein d'autres organismes qui ont intérêt à communiquer avec la communauté. Nous, on va leur donner accès aux plateformes pour qu'ils puissent mettre leur contenu aussi. Et tous nos partenaires, même dans la grande Gaspésie, Vivre en Gaspésie ou les organismes qui sont francophones et anglophones, on peut les donner accès aussi. Fait que the sky is the limit, comme on dit en anglais. On a aussi une capacité de faire des lives, des streaming en ligne sur le coup, que si on veut faire un événement puis inclure beaucoup de monde de partout dans la région, ils ont juste à aller sur Bonfire Media, puis je dis dans la région, dans le monde maintenant, c'est l'Internet. Fait que le monde peut aller sur Bonfire Media puis écouter ça en communauté, en groupe, en même temps. Les MRC de la Gaspésie abandonnent le financement du programme l'Artère. M. Éric Dubé, le préfet de la MRC Bonaventure, nous explique. Bonjour, M. Dubé. Bonjour. Là, la MRC a pris la décision de ne plus financer le programme de jumelage de l'Artère. Pouvez-vous nous expliquer en gros les raisons qui ont porté à cette décision? Bien, c'est pas juste la MRC, là, c'est tout l'ensemble des 5 MRC de la Gaspésie parce que c'était financé au niveau de la région. Mais oui, la MRC de Bonaventure, comme les autres MRC, on a décidé de se retirer de ce programme-là. C'est un programme qui servait là, justement à permettre le jumelage entre des aspirants producteurs agricoles et soit des cédants, des entreprises qui voulaient passer le flambeau à d'autres, ou en même temps de faire le maillage entre des gens qui étaient propriétaires de l'eau, qui étaient de l'eau à potentiel agricole, puis qui auraient voulu partir, qu'il y a des gens qui auraient voulu partir des entreprises dessus. Y a-t-il beaucoup de jumelage qui avait été fait? De mémoire, là, dans les 3 dernières années, on parle peut-être de 4 jumelages là, sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie. Fait que suite à ce résultat-là, on avait embarqué quand même, là, on s'avait dit on va l'expérimenter. Puis suite au résultat, puis les objectifs qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait, qui n'ont pas été atteints, les élus, on a décidé de se retirer puis d'essayer de voir de quelle autre manière qu'on pouvait quand même soutenir le monde agricole. Parce qu'il faut se rappeler que c'est pas un désaveu du monde agricole. L'agriculture est importante sur l'ensemble du territoire. On comprend qu'il y en a beaucoup plus dans la baie des Chaleurs. 80% de l'agriculture en Gaspésie, ça passe dans la MRC de Bonaventure et Avignon. Sur les 300 entreprises, on en a plus de 200. Sauf que ça a quand même une très grande importance pour l'ensemble des 5 MRC. Ce qui a été convenu, c'est qu'on a bonifié un programme d'aide qui vient, ce qu'on appelle le SPAG. C'est un programme d'aide qui vient soutenir directement les entreprises dans le développement. Parce qu'on sait que c'est un milieu qui est très, très difficile. On le voit depuis les 20 dernières années, le nombre d'entreprises agricoles n'a pas augmenté. On a perdu les entreprises comme les majeures, les productions bovines, productions laitières, les productions, les pommes de terre, les grandes cultures, les productions qui occupaient beaucoup de territoire. L'agriculture s'est diversifiée. À cette heure, on voit un modèle avec plus des petites entreprises, mais qui occupent moins de territoire. Puis ça, c'est une problématique parce que le nombre de terres en friche en Gaspésie est en augmentation, malheureusement. Fait que là, on veut, par les MRC, on veut soutenir le milieu entrepreneurial agricole par nos programmes. Justement, ça, c'est un programme du ministère, mais qu'on participe comme MRC, on met des montants d'argent dedans. Et après ça, j'invite n'importe qui veut se lancer en affaires, de venir cogner justement au niveau des MRC. On sait qu'au niveau agricole, tu as le ministère de l'Agriculture, c'est sa mission. On sait que comme organisation qui supporte le monde agricole, tu as l'UPA. Mais on rajoute à ça les MRC parce que le monde agricole est considéré comme du développement économique. OK. Puis vous qui connaissez bien le domaine, c'est quoi qui serait le plus aidant, justement, pour les aider? Ça a tellement évolué aujourd'hui.
on voit que le modèle agricole a changé. On parle beaucoup d'entreprises à échelle humaine. On parle aussi de mise en marché de produits agricoles avec ce qu'on appelle communément les circuits courts. Ça veut dire qu'entre le producteur et le consommateur, bien, on fait le moins de distance possible parce que on est tous conscients que manger des fraises au mois de janvier, bien, c'est rare que ça vient du Québec. Ça fait des très, très grandes distances. Les modèles sont en train d'évoluer, mais sauf que pour le territoire de la Gaspésie, le plus grand défi, c'est que le monde agricole a eu une concentration. Si on recule d'il y a 75 ans, il y avait plus de 80 000 fermes au Québec. Là, je pense qu'il en reste, on est rendu en bas de 30 000 pour l'ensemble de la province. Et les fermes grossissent parce qu'on produit de plus en plus. Mais le défi, c'est d'occuper notre territoire, c'est que nos entreprises, le nouveau modèle qui s'est pris, on en voit là des petits producteurs maraîchers qui font des paniers, des choses de même, des créneaux biologiques qui se développent. Je pense qu'on doit s'assurer que quand une nouvelle entreprise veut partir, bien, de tout mettre les énergies, les efforts pour les accompagner dans le développement. Puis c'est sûr que la MRC bien, est toujours bien ouverte à aider les agriculteurs. Oui, bien, on a comme je disais, on va mettre plus de 30 000 cette année, par année, juste pour aider les entreprises de la MRC de Bonaventure par le programme qui est bonifié là, au niveau du ministère de l'Agriculture, le SPAG, pour aider les entreprises qui veulent aller soit faire développer, amener des nouvelles technologies sur les entreprises. Fait qu'il y a plein de manières qu'on peut les supporter. C'est sûr que la MRC va se greffer à d'autres partenaires parce qu'on comprend que contrairement à d'autres secteurs d'activité, bien, dans le monde agricole, c'est sûr que le ministère de l'Agriculture est dédié à supporter les agriculteurs. Comme je disais, il y a plein d'autres organismes. Puis à ça, bien, il se rajoute les MRC. Droit et recours santé mentale Gaspésie-les-Îles se porte bien et souhaite recevoir vos témoignages et suggestions afin de s'outiller encore plus à propos des alternatives aux mesures d'exception. Nous nous sommes entretenus avec Mme Karine Boudreau, la directrice générale, à ce sujet. Comment se porte droit et recours en santé mentale Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine? Ça va bien, ça va bien. Dans la pénurie de main-d'œuvre actuelle, on a eu la chance, vraiment. On a eu de l'aide aussi là, de professionnels, mais on a eu la chance de trouver 2 perles pour compléter l'équipe et se déployer sur le territoire. L'objectif, c'était d'amener des gens ailleurs que dans la baie des Chaleurs. Donc, on a 2 personnes en télétravail à Gaspé depuis les dernières semaines. Depuis le début janvier, on a une personne qui est intervenante en promotion et en défense de droit. Puis depuis 2 semaines, on a une personne qui est chargée de déployer la parole collective avec Représentation, notre projet Représentation, donc également à Gaspé. Mais idéalement, ce serait d'avoir une personne ressource dans toutes les MRC. Ah, idéalement, le rêve, ce serait, si on veut offrir un service de proximité, d'être accessible pour tout le monde, pour des personnes qui sont vulnérables, ce serait d'avoir une personne dans chaque MRC, puis pas trop loin de chacun des centres hospitaliers où il y a des départements de santé mentale. Donc, c'est sûr que l'idéal, ce serait ça, mais ça nous prendrait deux fois et demi plus de budget. Donc, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Mais on essaie avec des projets, comme des projets, des subventions en développement social, une subvention du ministère de la Justice qui va nous permettre de faire, d'être plus présents dans les hôpitaux. Ben, ce que ça fait, c'est qu'on crée de l'emploi dans le communautaire, puis on se rapproche du déploiement là, entier de notre mission. Ça serait important que les gens ils s'expriment sur les besoins réels qu'ils ont. Justement, vous cherchez des témoignages. Oui, effectivement. À chaque année, quand on s'en va vers le printemps, il y a la semaine de santé mentale qui est le 15 mai, qui est la journée non aux mesures de contrôle. On pourra peut-être s'en parler quand on sera rendu là. Mais entre-temps, on aimerait ça, entendre les gens nous parler de leur expérience vécue en milieu hospitalier sur les départements de santé mentale. Donc, oui, entendre leurs histoires, mais c'est pas entendre l'histoire pour entendre l'histoire. C'est entendre l'histoire pour savoir comment ils aimeraient que ça se passe peut-être autrement.
Comment ils verraient comment ils verraient ça autrement? Est-ce qu'il y a des alternatives? Comme par exemple, au lieu de m'envoyer en isolement parce que je suis en crise, si quelqu'un s'était assis avec moi pour éviter la crise, ça aurait peut-être été mieux. Bon, ça, c'est une alternative simple, mais qui a l'air simple. Mais sur les départements, les soignants n'ont pas le temps. Nécessairement. Et il manque de ressources. Donc, s'il y avait des ressources additionnelles pour justement prendre le temps d'écouter les gens, pas juste les soigner, mais les écouter, peut-être qu'on pourrait faire les choses autrement, puis qu'il y aurait moins de contention, puis qu'il y aurait moins d'isolement. Donc ça, c'est un exemple. On cherche des gens qui ont vécu de l'isolement ou de la contention en milieu hospitalier. On cherche des gens qui ont été hospitalisés contre leur gré parce qu'ils constituait une menace pour eux-mêmes ou pour les autres. Donc, on parle de la loi P38, la garde d'un établissement. Et on cherche des gens aussi qui ont eu ce qu'on appelle des autorisations judiciaires de soins. Ça, c'est quand on ne veut pas prendre notre traitement, nos médicaments, et qu'il y a un psychiatre qui va jusque devant un juge pour nous obliger à le prendre. Donc, on aimerait avoir des témoignages de ces 3 types de personnes-là, si vous voulez. Le but, c'est vraiment de savoir comment vous voyez ça, vous. Comment vous aimeriez que ça se fasse autrement. Est-ce qu'il y a des alternatives à ce que vous avez vécu? Est-ce que ça aurait pu se passer d'une autre façon? Donc, c'est un peu ça qu'on cherche. Puis, on a besoin de ça avant, pour au plus tard, là, fin avril. Puis idéalement, les gens, ils vous envoient ça par écrit ou qu'ils communiquent avec vous par téléphone? En fait, on veut que ce soit le plus simple possible pour les gens. Donc, ils nous appellent ou ils nous écrivent juste leurs coordonnées sur info@drsmgym.org. Ou encore, ils nous appellent à notre numéro 800, simplement pour nous donner leurs coordonnées. On leur demande pas de nous écrire leur histoire. On veut les rencontrer ou les entendre au téléphone, et ça va être en toute confidentialité, à moins qu'ils nous disent qu'ils sont prêts à faire un témoignage public. Mais tant qu'ils veulent pas, on respecte ça. Nous, c'est pour avoir des idées, c'est pour connaître la situation puis connaître la réalité. Là, il y a d'autres changements aussi à droit et recours. C'est le journal a comme été mis un petit peu de côté pour faire place à l'infolette. Oui, c'est ça. C'est que le journal, c'est lourd. On le faisait 2 fois par année. Puis c'est quand même de la mise en page. C'est quand même faire un journal, c'est quand même quelque chose de lourd. Puis l'infolette, c'est plus dans l'air du temps. C'est plus léger, c'est plus simple aussi. Puis plutôt que d'en faire 2 par année, on peut en faire 1 par mois avec des messages plus courts, puis des choses plus actuelles, vraiment. Mais on garde exactement la même mission qui est d'informer nos gens, nos membres d'abord, et nos partenaires du communautaire ou du réseau de la santé sur ce qui se passe dans notre équipe, sur ce qui se passe dans le milieu des droits en matière de santé mentale, puis en matière de justice sociale aussi. Puis évidemment que personne va rester, va être laissé pour compte. Là, on tient compte de la fracture numérique, on tient compte qu'il y a des membres, parmi nos membres, qui n'ont pas accès à Internet. Donc, pour ceux-là, qui sont peut-être... c'est une petite partie, là, mais on leur envoie par la poste. On l'imprime et on leur envoie par la poste. Puis, c'est sûr, il y a toujours de la place pour des nouveaux membres. Ah ben oui, ça, on est toujours ouvert à des nouveaux membres. Puis on sait déjà la date de notre Assemblée générale annuelle, qui va être le 20 juin. Donc, mettez ça à votre agenda. Le collectif alimentaire de Passepébiac organise plusieurs activités et offre de plus en plus de dépannage alimentaire. Pour répondre à la demande, ils ont constamment besoin de contenants de toutes sortes. Cathy Edith Lacroix, qui est responsable de l'aide alimentaire au sein du collectif, nous en parle. Ici, au collectif alimentaire, il y a plusieurs services qui sont offerts. Mais pouvez-vous nous expliquer les services qui sont offerts l'hiver? Oui, l'hiver, il y a toujours les dépannages alimentaires. Ça, c'est à l'année. Et les cuisines collectives et les cuisines solidaires. C'est les 2 services qui gravitent beaucoup durant l'hiver, contrairement à l'été où on peut avoir les jardins, qui peut avoir des ateliers horticoles et tout ça. Bientôt, au printemps, c'est sûr, là, on va recommencer les ateliers horticoles, on va pouvoir se replonger un peu dans le concept de on va faire notre jardin.
Mais l'hiver, on est beaucoup concentré sur les cuisines, les soupes communautaires également. Et puis, les dépannages, c'est tout le temps. Fait que, nous, on demande toujours aux gens si vous avez de la viande de bois de surplus, si vous avez, vous voulez faire un don à l'organisme, ça peut être un don en allant acheter une boîte de céréales. Il y a, dans les 2 IGA, à Bonaventure et à Passevillacq, il y a des endroits où on peut placer des dons pour l'organisme, c'est identifié. À Bonaventure, c'est pas loin des caisses et à Passevillacq, c'est pas loin des portes en sortant. Fait qu'il y a, entre autres à Passevillacq, un panier avec le logo du collectif, puis les gens peuvent mettre des dons dedans. Fait que vous achetez 2 boîtes de céréales, vous nous en donnez une, puis nous, ça remplit notre comptoir comme ça, graduellement. Les dons de la collectivité, on en a régulièrement, toutes les semaines. Vous en avez besoin régulièrement aussi. Oui. Oui, parce que sinon, il faut qu'on l'achète. Puis là, si on l'achète, là, ça joue sur le budget. Puis c'est certain qu'en ayant une aide comme ça, c'est merveilleux, tu sais. Puis ça reste anonyme. Fait que, les gens n'ont pas à se casser la tête. Ils vont, puis ils achètent des choses en spécial, puis ils placent ça dans les paniers. Avez-vous des besoins, autant au niveau des aliments ou au niveau des contenants? Contenants, oui. J'ai besoin de contenants pour ma margarine. Parce que on achète c'est plus économique d'acheter des grosses quantités de margarine, c'est des gros contenants. Et ma collègue au dépannage apprend à partir de ce gros contenant-là pour faire des petits contenants. Mais ces petits contenants-là, il faut qu'on les récupère. Le but, c'est de ne pas acheter de petits contenants. Et on veut offrir de la margarine aux gens, à tous les dépannages qui viennent, et on a une hausse en dépannage. Fait qu'elle en fait une dizaine par semaine, sauf qu'on n'a pas toujours des petits plats. Fait que moi, si les gens peuvent nous envoyer, venir nous porter, nous envoyer par leur entourage des petits plats avec les couvercles, s'il vous plaît, parce que sinon, on est obligé de les mettre au recyclage, là. Petits plats avec couvercle comme ça peut être des petits plats de margarine normale, ça peut être des petits plats de trempette comme celui-ci, de l'hummus, tout ce qui est petits plats comme ça, nous, c'est parfait. Puis nous, après ça, on appose l'étiquette de la margarine avec les ingrédients qui sont à partir du gros contenant, fait que les gens ont un petit plat de margarine. Et ça coûte tellement cher aujourd'hui, la margarine. C'est de baisse. Et aussi, les gros contenants avec des couvercles. Les pots maçons, des trucs en vitre ou des gros contenants de yogourt. Nous, ça fait que quand on fait des cuisines, que ce soit des cuisines solidaires ou des cuisines bénévoles, ou même des cuisines collectives, des fois, ils nous laissent des plats, puis on les met dans les dépannages. Mais pour placer ça dans les dépannages, il nous faut des gros contenants, des plus gros contenants. Parce que donner un repas pour une famille de 4 dans une petite affaire comme ça, c'est pas l'idéal. Ça, pour la margarine, ça fait, mais pour un repas... Oui, c'est ça. Pour un repas. Et puis, j'ai de plus en plus de demandes, moi, de gens à coût de 4 personnes, 5 personnes, 7 personnes dans un logement. Il y a de plus en plus de familles qui sont 3, 4 enfants, là. D'accord. Vous avez besoin de contenants. On a besoin de contenants. Là, prochainement, il y a une soupe communautaire qui va avoir lieu. Oui. La soupe communautaire, ça va être jeudi, le 23 février, de 11h30 à 1h30. Le bâtiment nous appartient désormais, alors c'est à l'étage en haut. C'est dans la grande salle, l'ancienne grande salle des Chevaliers de Colomb. Et puis, on reçoit les gens là pour une soupe, puis ils peuvent se servir 2-3 fois là, pour manger à leur faim. Et il y a même un coin enfant. Alors, si vous venez avec vos enfants, vous pouvez, si votre enfant veut aller s'amuser, il peut aller s'amuser, puis vous pouvez continuer de jaser avec les gens à la table avec qui vous êtes. Il y a des petits pains, il y a toujours un petit dessert qui accompagne. Fait que c'est vraiment un beau petit moment social et en même temps, ça offre l'opportunité d'avoir un repas gratuit. Le 16 février dernier, l'Assemblée nationale a souligné les 20 ans de la loi visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le collectif pour un Québec sans pauvreté, qui a fortement contribué à l'adoption de cette loi, a voulu profiter de l'occasion pour rappeler son importance aux parlementaires.
Madame Jacinthe Leblanc, la porte-parole du collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté, était présente au point de presse organisé pour l'occasion. Bonjour à tous et tous. Je m'appelle Jacinthe Leblanc. Je suis déléguée d'un collectif régional de la Gaspésie. Il était une fois un emploi. Novembre 2001, je suis embauchée pour prendre la relève de la coordination d'un petit organisme communautaire de base qui s'appelle Droit devant. C'est un organisme de défense collective des droits. Forte de mon CV de vécu de précarité, j'ai appris à défendre mes droits. J'étais bonne pour l'emploi. Dès la première semaine, M. Jean Forêt, fondateur et coordonnateur de l'organisme, explique c'est quoi ça, la défense collective des droits. Il me parle du mouvement citoyen. De l'automne 98 à 2000, une démarche populaire qui s'est multipliée à la grandeur du Québec pour permettre de construire et de valider une proposition de loi en bonne et due forme, en même temps que circule une pétition pour en demander l'adoption à l'Assemblée nationale. Un travail à engager la société québécoise et ses institutions politiques à jeter les bases d'un Québec sans pauvreté. Analyser, éduquer, mobiliser, représenter, voilà le travail collectif. Un an plus tard, décembre 2002, la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale est adoptée. Wow! Un instrument, un horizon, un objectif, un outil de travail exceptionnel pour guider le mien. Mais surtout, un processus porté par des personnes pour des personnes. Faire avec. Ce processus a marqué l'histoire collective du Québec. Il a généré fierté et goût d'agir. 2003, le collectif ayant mené à la proposition de loi 112 agira dès lors sous le nom du Collectif pour un Québec sans pauvreté, car il faut dorénavant veiller à son application. Que dire de sa coordonnatrice, Viviane Labrie, que j'appelle affectueusement la mère de la loi? Son approche, ses réflexions, ses croisements des savoirs, sa grande écoute du terrain fut pour moi l'exemple à suivre. Merci, Viviane, tu ne sais pas à quel point je t'admire et je t'aime. Le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté fait partie de ce grand mouvement de solidarité et surtout d'action, de campagne et de moyens. Dans presque toutes les régions du Québec et au cœur de plusieurs organisations, des milliers de citoyens sont engagés pour la justice sociale. Depuis 20 ans, malgré que j'étais seul employé de mon bureau, cette loi et ce collectif ont guidé mon emploi et ma vie. Car la pauvreté ne s'est jamais terminée à 4 heures et maintenant, elle fait aussi du temps supplémentaire. Merci. Et voici votre chronique Rendez-vous. Soirée d'information causerie sur l'association Épilepsie Gaspésie-Sud, mardi le 21 février à 19h au bureau de Épilepsie Gaspésie-Sud, situé au 114 boulevard Gérard-D-Lévesque à New Carlisle. De l'information et les services offerts vous seront donnés. Votre présence est importante. Soirée dansante au club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, samedi le 25 février à 20h30. Le coût d'entrée est de 7 $. Bienvenue à tous. Nous soulignons la Journée internationale de la femme au Club l'Amicale de Passepébiac, mercredi le 8 mars à 14h. Il y aura des activités diverses, surprises, prix de présence et élection de la femme de l'année. Le coût d'entrée est de 20 $ pour l'entrée, les activités, les tirages et le souper, ou de 15 $ pour l'entrée, les activités et les tirages. Les billets sont vendus en quantité limitée auprès des membres du comité. Bienvenue à tous. Vous pouvez nous faire part de vos activités en communiquant à Télévac par courriel, au courrier à commercialtélévac.com, par télécopieur, au 418-752-6559
ou par téléphone au 418-752-6558. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 19 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!